Derrière moi, la ville de Lausanne et le lac Léman. Encore plus loin, la France. Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé succinct de l'histoire militaire de la Suisse. La Suisse, un très grand peuple de guerriers qui a gagné de très belles batailles, notamment contre un certain Charles le Téméraire, mais pas que. Alors, la Suisse, c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillante à UFR, forgeron médiéviste et historien, ou le contraire. Alors la Suisse, ce très beau pays, est d'abord un pays de soldats citoyens. Tous les Suisses sont non seulement citoyens, mais doivent pouvoir défendre leur patrie par les armes s'il le faut, contre toute agression extérieure. Cela afin d'honorer leur devise. Unus pro omnibus, omnes pro uno. Un pour tous et tous pour un. Alors la Suisse, c'est d'abord le second âge du fer, avec la civilisation de la Tène, du côté du lac de Neuchâtel, que vous voyez actuellement sur les images. Il s'agit simplement de sépultures dans lesquelles on a retrouvé des armes et des objets qui dénotaient d'un très grand perfectionnement de l'art de la forge et de la métallurgie. Cela autour des années 500 à 450 avant Jésus-Christ. Ensuite, les Suisses sont formés notamment par deux peuplades qui viennent du nord de l'Allemagne vers le Jutland et qui sont descendus jusqu'au plateau des montagnes suisses. J'ai nommé les Cimbres et les Teutons, que l'on retrouvera dans les années -107 et -102 avant Jésus-Christ en Gaule, où ils vont affronter la Légion romaine. D'abord à Aurodio Orange en -107, où la Légion romaine va connaître une des plus belles défaites de son histoire militaire, et ensuite en -102, où là les Cimbres et les Teutons vont connaître une défaite militaire exceptionnelle grâce à la légion du consul Marius. Ensuite, ils apparaissent dans l'histoire avec Jules César, notamment lorsque les Helvètes ont tenté de s'introduire en Gaule dans les années -61, -58 avant Jésus-Christ, avec leur chef Orgétorix. Alors Jules César les a rencontrés et vaincus à Bibracte. Bibracte, c'est aujourd'hui le mont Beuvray en Saône-et-Loire. Par la suite, une grande partie de la Suisse va donc entrer dans l'Empire romain. Avec les invasions barbares, ce sont les Burgondes qui vont en occuper l'ouest et les Alamans qui vont en occuper le nord, qui ont fondé ce que sont aujourd'hui les cantons alémaniques de la Confédération helvétique. Alors pendant longtemps, sous le Moyen-Âge, la population des tribus suisses vont vivre sous le joug du Saint-Empire romain germanique et notamment des Habsbourg, des ducs d'Autriche. Jusqu'au jour où les Autrichiens, imposant une souveraineté beaucoup trop sévère et avec la volonté d'indépendance et de liberté des cantons suisses, 3 cantons vont s'unir. On estime que c'est le 1er août 1291 que 3 cantons, Uri, Unterwalden et Schwyz, se sont unis dans un serment de défense mutuelle et de solidarité contre leurs ennemis extérieurs, c'est-à-dire les Habsbourg. En 1315 a lieu la bataille de Morgarten. Le duc d'Autriche Léopold Ier Habsbourg va envoyer environ 8000 hommes, des chevaliers et des fantassins du côté de Zurich. Et là, les cantons vont les attendre. Les Suisses sont à peu près 1500. Ils vont tendre des embuscades au col de Morgarten et sur la route qui longe le lac. Les Autrichiens vont être battus, notamment grâce à leur chef, Werner Stoffarer. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. D'autres cantons vont rejoindre progressivement la Confédération. Il s'agit du canton de Berne, de Zug, de Zurich,
de Glaris et de Lucerne, autour des années 1350-1360. Les cantons sont à présent 8. Le duc d'Autriche, Léopold III, va envoyer de nouveau une armée pour réduire ces Suisses qui sont décidément intraitables. La rencontre va avoir lieu près du lac de Sampar. La bataille de Sampar a lieu le 9 juillet 1386. Elle va souder encore un peu plus les cantons entre eux et démontrer les valeurs guerrières des montagnards suisses. Ces montagnards ont un entraînement militaire extrêmement efficace. Ils sont tous fantassins. Ils savent manier l'épée longue et la hallebarde. Ils sont organisés en carré de piquet. Et ils ont une organisation militaire extrêmement étudiée. C'est au Moyen-Âge une des premières troupes qui va marcher au pas, afin que les fantassins puissent maintenir un front uni contre leur ennemi. On retrouve ici les tactiques des phalanges grecques et de la Légion romaine. Ensuite, il y a un entraînement drastique et une rigueur militaire, des valeurs et un code d'honneur extrêmement étudié. On dit que les Suisses avaient une devise. Elle reposait un peu sur la maxime suivante: si je combats, suivez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Si je fuis, tuez-moi. À ce moment-là, les fantassins qui étaient formés par bataillon et par compagnie entre gens du même village ne pouvaient se défiler et trahir leurs camarades de la vie de tous les jours. Chacun devait se battre à fond contre l'ennemi. Et ils ont su le faire avec gloire et honneur. À noter que à la fin du XIIIe siècle, donc j'ai dit 1291, un nouveau style de guerre réapparaît dans l'Europe du Moyen-Âge. C'est bientôt la fin de la chevalerie et le début, enfin le renouveau de l'infanterie avec les carrés de piquet. C'est ce que l'on verra par exemple en Écosse, à Stirling en 1297, puis à Falkirk en 1298. On verra aussi ça en Flandre, avec cette volonté des hommes de s'unir pour leur liberté, pour leur indépendance, contre un pouvoir nobiliaire tyrannique. Je pense notamment aux guerres de Flandre contre Philippe le Bel, avec la bataille de Courtrai en 1302 et celle de Mont-Saint-Pével en 1304, où là encore des troupes de fantassins ont réussi à défaire des nobles, et des nobles à cheval. La chevalerie qui n'avait jamais été vaincue en 2 siècles de guerre précédemment. Alors, suite à la bataille de Sampar, les Suisses vont acquérir en Europe une réputation de quasi-invincibilité. Alors, tous les royaumes et les principautés d'Europe vont se les arracher en tant que mercenaires. On estime que jusqu'à l'ère moderne, environ 1,5 million de Suisses ont été employés sur tous les champs de bataille de l'Europe médiévale et ensuite de la Renaissance et de l'Ancien Régime par toutes les nations européennes. Et il y a notamment une anecdote qui disait que les Suisses étaient des combattants extrêmement durs et sauvages et que quand ils avaient tué leurs ennemis, ils se servaient de la graisse de leur ventre pour huiler et graisser leurs armes et leurs bottes. Alors légende ou réalité, je ne saurais le dire, mais l'anecdote est particulièrement pittoresque. N'oublions pas que les rois de France ont eu une garde suisse, notamment je pense à celle de Louis XVI, qui s'est fait massacrer par le peuple de Paris dans les jardins des Tuileries. Il n'y a, je vous le rappelle, aucune plaque commémorative pour rappeler ce massacre des gardes suisses qui, obéissant au roi Louis XVI, ont refusé de se défendre et de tirer sur la foule. Aujourd'hui encore, au Vatican, tous les papes ont une garde suisse. Je vous invite à voir le film Ange et Démon, la suite de Da Vinci Code, où l'on voit les gardes suisses avec leur armurerie, leur arsenal et les armes entreposées depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'ère moderne. Aujourd'hui, les Suisses sont encore une nation de soldats citoyens. C'est-à-dire que la citoyenneté repose, comme sous l'Antiquité, chez les Romains et les Grecs, sur le fait de voter, de participer à la vie de la cité, mais également de savoir prendre les armes pour la défendre et savoir mourir pour elle s'il le faut. À noter
que ni les armées du Kaiser en 14-18, ni celles du Troisième Reich d'Adolf Hitler n'ont essayé de ne poser ne fût-ce qu'un orteil au-delà de la frontière suisse. Parce que les Suisses ont une armée extrêmement bien entraînée, une armée de conscrits, une armée qui s'entraîne chaque semaine et qui connaît chaque pouce du territoire qu'elle doit défendre. Une armée avec des réseaux de bunkers, des réseaux de souterrains dans les Alpes, avec des bases aériennes enterrées, avec des bunkers qui contrôlent les vallées, avec des canons de 150 mm, des granges qui sont transformées en bunkers et en batteries d'artillerie. Alors, je pense que même les Russes n'auraient pas osé se frotter aux Suisses, à leur volonté d'indépendance, de liberté et à leur courage militaire. Aujourd'hui, même si les Suisses ne participent plus au combat dans le monde entier, avec leur principe de neutralité, il est à noter que leurs industries savent toujours fabriquer d'excellents matériels de guerre. Je pense aux firmes Oerlikon qui ont su développer des canons antiaériens extrêmement efficaces qui ont doté les armées allemandes ou alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense aussi à la firme Sig Sauer. Sig signifiant Schweizerliche Industrie Gesellschaft, c'est-à-dire industrie suisse d'armement, qui a été rachetée à moitié par la firme allemande Sauer und Son. Actuellement, tous les matériels de l'armée suisse viennent de la firme Sig Sauer. Je pense aux pistolets automatiques et aux fusils d'assaut SIG 550, d'excellents matériels de guerre. A noter aussi que les forces de gendarmerie et de police françaises sont équipées du Sig Sauer 2022 et que toutes les agences américaines, CIA, FBI, NCIS, DCIS, sont armées de Sig Sauer modèle 226. Tous les Suisses doivent normalement faire leur service militaire, entrer dans la réserve entre l'âge de 18 ans jusqu'à 34. Dans les années 2014-2015, le plan Réforme armée 21e siècle a diminué l'armée suisse de 550 000 à environ 260 000 hommes, avec 80 000 conscrits. À l'époque, le monde, et surtout l'Europe, paraissait relativement en paix. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, avec la Russie, je me demande si les Suisses ne vont pas revenir sur leur organisation militaire et un peu doper leurs forces armées, comme ce qui se passe actuellement en Allemagne, en Angleterre et en France. Quoi qu'il en soit, les Suisses ont toujours été un peuple de guerriers, farouches, défendant avec vigueur et volonté leur indépendance, leur autonomie et leur liberté, comme chaque peuple devrait et doit savoir le faire. Alors, j'envoie un grand salut à mes amis suisses, à ceux qui me regardent. Je leur souhaite une bonne santé dans leur beau pays et je vous dis à tous à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.